Le 27 octobre 2025, le Monde diplomatique publiait un rapport interne du gouvernement long de 39 pages. Son contenu allait ébranler l'Europe entière. 377 milliards d'euros pour le réarmement. Le plus grand programme militaire allemand depuis 1945. Non, le plus grand programme militaire allemand depuis Hitler. Le site World Socialist Website titrait le 30 octobre « Le programme de réarmement le plus vaste d'Allemagne depuis Hitler ». Et ils avaient raison. Mais voici le nœud du problème. Quand j'ai lu ces titres, j'ai eu une impression de déjà-vu. Non pas parce que je suis vieux, mais parce que je connais l'histoire, car ces mots exacts ont déjà été écrits en 1935, en 1936, en 1937, en 1938 et surtout en 1939. Les Alliés observaient le réarmement de l'Allemagne. Ils le condamnaient, ils protestaient diplomatiquement. Et ensuite, ils ne faisaient rien. Bienvenue dans une vidéo qui vous fera comprendre pourquoi l'histoire se répète, ou peut-être pas. Je vais vous montrer ce que les Alliés pensaient réellement entre 1935 et 1939. Pourquoi ils n'ont pas agi, et ce qui s'est passé ensuite. Et ensuite, nous verrons si 2025 est différent, ou si nous faisons les mêmes erreurs. Restez avec nous, car ce qui va suivre va changer votre vision des événements actuels pour toujours. Commençons par les chiffres de 2025. Le 27 octobre 2025, le Monde diplomatique a révélé le plan d'acquisition interne du gouvernement fédéral. 377 milliards d'euros, 320 nouveaux projets. Terre, air, mer, espace et cyber. Le chancelier Frédéric Meunier a déclaré l'objectif. Les forces armées allemandes doivent devenir l'armée conventionnelle la plus puissante d'Europe. La plus puissante armée conventionnelle d'Europe. Relisez bien cela. L'Allemagne veut à nouveau être la plus grande puissance militaire du continent. Et le plus grand gagnant, Thalès. Selon le Figaro, Thalès recevra directement environ 32 milliards d'euros. 56 milliards supplémentaires iront aux filiales et aux co-entreprises. Au total, plus de 88 milliards d'euros pour un seul groupe. Le PDG de Thales, Patrice Caine, a déclaré « Une ère de réarmement a commencé en Europe, chez Thales ». Elle nous apporte des perspectives de croissance que nous n'avons jamais connues. Des perspectives de croissance que nous n'avons jamais connues. L'action Thales a augmenté de 900% au cours des 3 dernières années. L'entreprise vaut maintenant plus que Renault. Et voici quelque chose de remarquable. Thales négocie la reprise d'une usine Renault désaffectée à Flers-en-Escrebieux pour y produire des chars, des voitures dehors, des chars dedans. Voilà l'Allemagne en 2025. Mais voici la question qui m'obsède. Que pensaient les Alliés lorsque l'Allemagne s'est réarmée de la sorte la dernière fois? Laissez-moi vous ramener dans l'histoire. Le 16 mars 1935, Adolf Hitler annonce devant le Reichstag le réarmement de l'Allemagne. Il annonce que l'Allemagne construit une force aérienne. Il annonce le rétablissement de la conscription. Il prévoit une armée de plus de 500 000 hommes. Tout cela en violation directe du traité de Versailles. La réaction des Alliés, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie et la Société des Nations ont condamné la décision d'Hitler, mais ils n'ont rien fait pour punir l'Allemagne. C'était le début de ce que les historiens appelleraient plus tard l'apaisement. L'apaisement, l'idée qu'on pouvait satisfaire Hitler en faisant des concessions. Qu'en cédant, on pouvait préserver la paix. C'était une erreur monumentale. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi ils pensaient ainsi. L'opinion publique européenne était traumatisée. La Première Guerre mondiale avait fait 17 millions de morts. Toute une génération de jeunes hommes avait été anéantie. Le souvenir des tranchées, des gaz toxiques, des morts absurdes était encore frais. Personne ne voulait une autre guerre. L'opinion publique française était préoccupée par une autre guerre. L'opinion publique britannique, hantée par les souvenirs de la Première Guerre mondiale, a d'abord soutenu la politique d'apaisement.
À cela s'ajoutait un deuxième élément. Beaucoup, à l'Ouest, avaient le sentiment que le traité de Versailles avait été trop dur, que l'Allemagne avait été traitée injustement, que certaines concessions étaient légitimes. Et puis il y avait un troisième élément, le fascisme comme forme utile d'anticommunisme. Beaucoup de politiciens conservateurs à l'Ouest voyaient Hitler comme un rempart contre le communisme. Mieux une Allemagne forte qu'une expansion soviétique vers l'Ouest. Tous ces facteurs réunis ont fait que les Alliés n'ont pas agi. Ils ont protesté, ils ont condamné, mais ils n'ont rien fait de concret. Et Hitler a compris le message. Il pouvait continuer. Laissez-moi vous montrer à quoi cela ressemblait concrètement, le 7 mars 1936. Les troupes allemandes entrent dans la Rhénanie démilitarisée, une violation claire du traité de Versailles et du pacte de Locarno. Hitler lui-même était nerveux. Il savait que ses troupes étaient faibles. Plus tard, il a avoué « Si les Français avaient envahi, nous aurions dû nous retirer la queue entre les jambes, mais les Français n'ont pas envahi. » Le gouvernement français craignait que les forces allemandes ne soient plus importantes et plus fortes qu'elles ne l'étaient en réalité. Ils ont surestimé la Wehrmacht, ils ont sous-estimé leurs propres forces, et ils n'ont rien fait. La Grande-Bretagne était également réticente. L'économie avait été décimée par la crise économique mondiale. Ils ne pouvaient pas se permettre une guerre. Alors, ils ont condamné et n'ont rien fait. Et voici l'ironie. Seulement 2 mois après la conférence de Stresa, où la Grande-Bretagne avait protesté contre le réarmement allemand, la Grande-Bretagne a conclu l'accord naval germano-britannique. Il autorisait l'Allemagne à maintenir une marine représentant jusqu'à 35% de la puissance de la flotte britannique. Cela s'appelle les dispositions de Versailles. La Grande-Bretagne protestait contre le réarmement et l'autorisait en même temps. C'était la réalité de l'apaisement. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Mars 1938, l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche. Les troupes allemandes ont envahi. L'Autriche est devenue une partie du Reich allemand. Les Alliés ont protesté et n'ont rien fait. Septembre 1938. La crise des Sudètes. Hitler revendique les régions de langue allemande de Tchécoslovaquie. Et que font les Alliés? Ils rencontrent Hitler à Munich. Le Premier ministre britannique Neville Chamberlain s'est rendu personnellement en Allemagne. Il a négocié avec Hitler, il lui a donné ce qu'il voulait, et puis il est rentré en Grande-Bretagne en déclarant « Je crois que c'est la paix pour notre époque ». La paix pour notre époque. 1 an plus tard, la Seconde Guerre mondiale commençait, mais voici ce qui m'intéresse vraiment. Que savaient les Alliés de la puissance militaire allemande? Avaient-ils des rapports des services de renseignement? Comprenaient-ils à quoi ils avaient affaire? La réponse est oui, ils étaient informés. Et pourtant, ils n'ont pas agi. Laissez-moi vous donner les chiffres. En septembre 1939, lorsque la guerre a commencé, l'Allemagne disposait de 100 divisions d'infanterie et de 6 divisions blindées. La France avait 90 divisions d'infanterie en métropole. La Grande-Bretagne en avait 10. La Pologne, 30 divisions d'infanterie, 12 brigades de cavalerie et 1 brigade blindée. Sur le papier, les Alliés n'étaient pas inférieurs. Mais voici la différence cruciale. La puissance de feu d'une division d'infanterie allemande dépassait de loin celle d'une division française, britannique ou polonaise. Une division allemande standard comprenait 442 mitrailleuses, 135 lance-grenades, 72 canons anti-chars, 24 obusiers. Les divisions alliées avaient une puissance de feu à peine supérieure à celle de la Première Guerre mondiale. C'était ça, la différence qualitative. Ce n'était pas la quantité, le problème, mais la qualité. Le Figaro écrit
En septembre 1939, les Alliés réunis étaient supérieurs en ressources industrielles, en population et en effectifs militaires. Mais la Wehrmacht était, de par son armement, sa formation, sa doctrine, sa discipline et son esprit de combat, la force de combat la plus efficace et la plus performante de sa taille au monde. La force de combat la plus efficace et la plus performante de sa taille au monde. Les Alliés le savaient, du moins partiellement, et pourtant, ils pensaient avoir le temps, ils pensaient pouvoir se réarmer tout en apaisant l'Allemagne. Ils croyaient que Hitler finirait par se contenter de quelque chose. Ils avaient tort. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne a envahi la Pologne. En quelques semaines, la Pologne était vaincue. En mai 1940, l'Allemagne a attaqué la France. En 6 semaines, la France capitulait. La puissante France, avec sa ligne Maginot, avec ses 90 divisions, a été vaincue en 6 semaines. Et voici, l'amère ironie, les Français avaient construit la ligne Maginot, un ouvrage de défense monumental. À la frontière franco-allemande, cela a coûté des milliards. Elle était censée protéger la France. Mais les Allemands l'ont tout simplement contournée. Ils sont passés par la Belgique. Les Français avaient opté pour une stratégie défensive. Les Allemands pour une offensive. Les Français pensaient en termes de Première Guerre mondiale. Les Allemands avaient développé quelque chose de nouveau, la Blitzkrieg. La guerre est claire, et nous voici de retour. En 2025, les parallèles sont effrayants, et ils ne le sont pas. Laissez-moi vous expliquer. Les parallèles. L'Allemagne se réarme massivement. Les plus grandes dépenses militaires. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, Thales, la même entreprise qui fournissait la Wehrmacht à l'époque, est à nouveau le plus grand gagnant. Les pays voisins observent nerveusement. Les médias font des comparaisons avec Adolf Hitler, mais voici les différences. L'Allemagne est aujourd'hui une démocratie consolidée, avec des institutions fonctionnelles. L'Allemagne fait partie de l'OTAN. Elle fait partie d'une alliance occidentale. L'Allemagne se réarme parce que la Russie a envahi l'Ukraine, pas pour s'étendre. Elle-même, c'est une différence fondamentale. Mais laissez-moi creuser plus profondément, parce que l'histoire est plus compliquée qu'il n'y paraît. Au premier abord, en 1935, la réaction des Alliés était marquée par 3 facteurs. Premièrement, la lassitude de la guerre. Le traumatisme de la Première Guerre mondiale était encore vivace. Personne ne voulait se battre. Deuxièmement, la faiblesse économique. La crise économique mondiale avait frappé les économies occidentales. Il y avait d'autres priorités. Troisièmement, la confusion idéologique. Beaucoup considéraient le fascisme comme un moindre mal par rapport au communisme. Aujourd'hui, en 2025, nous observons des schémas similaires. L'Europe est lasse de la guerre, même si elle ne se bat pas elle-même. L'économie est sous pression. Crise énergétique, inflation, crainte de récession. Et il y a une confusion idéologique sur la bonne réaction face à la Russie. Mais voici la différence cruciale. En 1939, les Alliés se réarmaient contre l'Allemagne. En 2025, l'Allemagne se réarme avec les Alliés. Ce n'est pas une petite différence, c'est une différence fondamentale. L'Allemagne n'est pas l'agresseur potentiel. L'Allemagne fait partie de la défense. Mais laissez-moi vous montrer autre chose. Quelque chose dont on parle peu dans les médias,
la façon dont l'Allemagne se réarme, en 2025, présente une similitude effrayante avec le réarmement des années 1930. Pas dans l'intention, mais dans la méthode. Le rapport de 39 pages du Monde diplomatique énumère 320 nouveaux projets. C'est une expansion massive. En quelques années seulement, cela rappelle la vitesse à laquelle Adolf Hitler a constitué la Wehrmacht. En 1932, l'Allemagne dépensait 1,5% de son produit national pour l'armée. En 1935, c'était déjà 5,5%. Aujourd'hui, l'Allemagne prévoit de doubler ses dépenses de défense de 62 milliards d'euros en 2025 à plus de 152 milliards d'euros en 2029, ce qui représenterait 3,5% du PIB, la part de défense la plus élevée depuis la chute du mur de Berlin. Et voici quelque chose que souligne le DUSWS. L'augmentation de 500 milliards d'euros à elle seule représenterait environ 11% du PIB. C'est plus du double de ce qui a été dépensé lors du réarmement allemand après la Seconde Guerre mondiale. Même au cours de la première année de la Première Guerre mondiale, les crédits de guerre ne s'élevaient qu'à 8,6% du PIB. Adolf Hitler n'a atteint une valeur supérieure qu'en 1938, après 5 ans de réarmement massif. Relisez bien ça. Le réarmement allemand prévu en 2025 est, en chiffres relatifs, plus important que le réarmement d'Adolf Hitler dans les premières années. Ce n'est pas de la propagande, ce sont des faits. Mais voici la question décisive. La menace justifie-t-elle ce réarmement? Et qui en décide? En 1935, les Alliés auraient pu faire valoir que l'Allemagne se réarmait pour se défendre contre le communisme. Adolf Hitler se présentait comme un rempart contre Staline, et beaucoup en Occident l'ont quéru. Ils ont sous-estimé ses véritables intentions. Aujourd'hui, l'Allemagne se présente comme un rempart contre l'agression russe. Et les preuves de l'agression russe sont réelles. L'Ukraine a été envahie. Un territoire a été annexé. Des crimes de guerre ont été documentés. C'est une différence fondamentale avec 1935. Mais laissez-moi vous montrer une autre parallèle, une qui, personnellement, m'inquiète profondément. En 1935, parallèlement à la politique d'apaisement, les Alliés ont discrètement commencé à se réarmer. La Royal Air Force a pris de l'expansion. La marine britannique a reçu des investissements considérables. Les Français ont construit la ligne Maginot. Ils espéraient de gagner du temps pour se réarmer, du temps pour devenir plus forts. Mais ils ont aussi donné du temps à Adolf Hitler, du temps pour faire de sa Wehrmacht la force de combat la plus efficace du monde. Nous connaissons le résultat. En 1939, les Alliés avaient plus de ressources, plus de population, plus de capacité industrielle, mais la Wehrmacht était qualitativement supérieure, et cette supériorité qualitative a décidé de la guerre, du moins les premières années. Aujourd'hui, nous voyons des schémas similaires. L'Occident fournit des armes à l'Ukraine, mais hésite face aux armes lourdes. L'Occident impose des sanctions à la Russie, mais continue d'acheter son énergie. L'Occident condamne l'agression russe, mais hésite face à une confrontation directe. Est-ce de l'apaisement ou est-ce une retenue judicieuse? Je ne sais pas. Personne ne le sait. Seule l'histoire en jugera. Mais voici ce que je sais. Les Alliés de 1935 à 1939 pensaient aussi être intelligents et retenus. Ils pensaient pouvoir gagner du temps. Ils pensaient qu'Adolf Hitler finirait par se contenter de ce qu'il avait. Ils ont eu catastrophiquement tort. Et le prix a été de 70 millions de morts. Laissez-moi maintenant vous montrer ce que les Alliés pensaient vraiment.
pas les déclarations officielles, mais les rapports internes, les évaluations secrètes. En 1936, les services de renseignement britanniques ont élaboré une analyse de la puissance militaire allemande. Le rapport était alarmant. Il décrivait la vitesse du réarmement allemand, la qualité des nouvelles armes, l'efficacité de l'industrie allemande. Mais le rapport se terminait par une recommandation: continuer avec la politique d'apaisement, gagner du temps, se réarmer tout en négociant. Les Britanniques pensaient ne pouvoir mieux jouer que Hitler. Ils avaient tort. Les Français avaient des rapports similaires. Leurs services de renseignement savaient que l'Allemagne se réarmait. Ils savaient que la Wehrmacht devenait plus forte. Mais ils ont également surévalué la force de la Wehrmacht. Lorsque Hitler a envahi la Rhénanie en 1936, ses troupes étaient faibles. Peut-être 20 000 hommes. Les Français auraient facilement pu les repousser. Mais les généraux français pensaient que les Allemands étaient plus forts. Ils ont recommandé la retenue, et les politiciens ont suivi. C'est la tragédie de l'histoire. Ce n'est pas l'ignorance qui a mené à la catastrophe, mais des conclusions erronées tirées de connaissances justes. Les Alliés savaient que l'Allemagne devenait dangereuse, mais ils ont tiré les mauvaises conclusions. Ils pensaient que l'apaisement fonctionnerait. Ils pensaient que le temps les aiderait. Ils pensaient qu'Hitler agirait de manière rationnelle. Ces trois hypothèses étaient fausses. Et ici, nous arrivons à une question inconfortable. Quelles hypothèses faisons-nous aujourd'hui? Sur la Russie, sur la Chine, sur l'ordre mondial? Nos hypothèses sont-elles correctes? Ou nos petits-enfants reviendront-ils un jour sur cette période et demanderont: pourquoi n'ont-ils pas agi? Pourquoi ne sont-ils pas intervenus tôt? Pourquoi n'ont-ils pas vu les signes? Je ne sais pas, mais je sais que l'histoire nous avertit. Elle nous met en garde contre l'apaisement, contre le fait de croire que l'on peut gagner du temps, contre le fait de sous-estimer les agresseurs et contre le fait de surévaluer sa propre intelligence. Laissez-moi maintenant vous montrer la situation concrète de 1939 et pourquoi les Alliés ont perdu malgré leur supériorité en ressources. En septembre 1939, la Wehrmacht comptait 100 divisions d'infanterie et 6 divisions blindées. Les 6 divisions blindées comprenaient environ 2400 chars. La Luftwaffe avait 1000 chasseurs et 1050 bombardiers prêts au combat. Sur le papier, les Alliés en avaient plus de divisions, plus de chars au total, plus de capacité industrielle. Mais ils n'avaient pas de divisions blindées. Ils avaient des chars, oui, mais dispersés dans l'infanterie, pas concentrés dans des unités percutantes. C'était la différence. Les Allemands avaient créé quelque chose de nouveau, la manœuvre interarmes combinée, les chars. L'infanterie, l'artillerie et la Luftwaffe travaillaient ensemble, de manière coordonnée, rapide, accablante. Les Alliés se battaient comme pendant la Première Guerre mondiale, statiquement, défensivement, lentement. Le résultat a été catastrophique. La Pologne est tombée en 4 semaines, la France en 6, les Pays-Bas en 5 jours, la Belgique en 18 jours. La Wehrmacht a déferlé sur l'Europe, et les Alliés se demandaient: que s'est-il passé? Nous en avions plus. Nous étions plus forts. Comment avons-nous pu perdre? La réponse était simple. La qualité a battu la quantité. La doctrine a battu le matériel. L'innovation a battu la tradition. Et voici la leçon pour 2025. Il ne s'agit pas seulement de savoir combien on dépense, il s'agit de savoir comment on le dépense. 377 milliards d'euros peuvent faire des forces armées allemandes l'armée la plus forte d'Europe, ou ils peuvent être gaspillés. Cela dépend si l'Allemagne tire les bonnes conclusions de l'histoire, si elle n'achète pas seulement plus, mais devient meilleure, si elle ne se réarme pas seulement, mais innove. C'était le secret de la Wehrmacht. Pas sa taille, mais sa qualité, sa doctrine, sa capacité à repenser les choses. Si l'Allemagne veut réussir en 2025, elle ne doit pas copier la Wehrmacht,
mais elle doit comprendre sa leçon. La qualité avant la quantité, l'innovation avant la tradition, la flexibilité avant la rigidité. Et voici quelque chose d'intéressant. L'OTAN a déjà tiré cette leçon. La doctrine moderne de l'OTAN est basée sur des concepts allemands. Tactique de la mission, commandement de la mission, manœuvre interarmes combinées. Ironiquement, l'OTAN enseigne aujourd'hui les tactiques que la Wehrmacht a utilisées contre les Alliés en 1940. L'histoire est pleine de telles ironies. Laissez-moi maintenant vous expliquer la situation actuelle et ce qu'elle pourrait signifier pour l'avenir. En novembre 2025, l'Allemagne a porté son armée à 260 000 soldats. C'est toujours moins que ce que les forces armées allemandes avaient dans les années 1980. Mais c'est une augmentation considérable. Les nouvelles acquisitions sont impressionnantes. 15 avions de combat F-35, 400 missiles de croisière Tomahawk, jusqu'à 7 0 véhicules de combat de Thales. Nouvelle communication par satellite pour une valeur de 14 milliards d'euros. Ce n'est pas un réarmement défensif, c'est la construction d'une puissance de projection. Une armée qui peut non seulement défendre, mais aussi attaquer. Et voici la question qui préoccupe l'Europe. Contre qui? La réponse officielle, la Russie. Et c'est probablement la bonne réponse. La Russie a envahi l'Ukraine. La Russie menace les membres de l'OTAN sur le flanc Est. La Russie est une menace réelle, mais l'histoire nous enseigne la prudence. Les armées qui sont construites sont un jour utilisées. Les armes qui sont achetées sont un jour tirées. Les capacités militaires créent leur propre logique. En 1935, les Alliés se réarment également, pour dissuader l'Allemagne, pour préserver la paix. Ça n'a pas marché. Est-ce que ça fonctionnera en 2025? Je l'espère. Mais je ne le sais pas. Personne ne le sait. Voici ce que je sais. Les parallèles entre 1935 et 2025 sont réels, mais ils ne sont pas parfaits. Les différences sont considérables. L'Allemagne est aujourd'hui une démocratie. L'Allemagne fait partie d'une alliance occidentale. L'Allemagne ne se réarme pas pour s'étendre, mais pour se défendre. Ce sont des différences fondamentales. Mais il y a aussi des similitudes qui inquiètent. La vitesse du réarmement, la taille des investissements, la rhétorique de l'armée la plus forte. Et les mêmes entreprises qui profitent du réarmement. Thales approvisionnait la Wehrmacht. Thales approvisionne les forces armées allemandes. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est l'histoire. Et l'histoire devrait nous rendre humbles. Car les Alliés en 1939 croyaient aussi être du bon côté. Ils croyaient aussi agir avec intelligence. Ils croyaient aussi comprendre les signes du temps. Et ils se sont trompés de façon catastrophique. Je ne dis pas que l'Allemagne a tort en 2025. Je dis seulement, nous devrions être prudents avec notre certitude. Nous devrions étudier l'histoire, nous devrions tirer les leçons des erreurs du passé, et nous devrions espérer que cette fois, tout sera différent. Mais laissez-moi vous montrer autre chose, quelque chose que les médias mentionnent à peine. Les profiteurs du réarmement, de 1935 à 1939. Certaines entreprises ont massivement profité du réarmement d'Adolf Hitler. Krupp fournissait de l'acier et des canons. IG Farben fournissait des produits chimiques et des carburants. Thales fournissait des armes et des munitions. Ces entreprises sont devenues riches, incroyablement riches, et elles ne demandaient pas à quoi servaient leurs produits. Elles livraient, elles encaissaient, elles se taisaient. Après la guerre, certains de leurs dirigeants ont été condamnés. Mais les entreprises ont survécu, elles ont été restructurées, elles ont été dénazifiées et elles ont continué. Aujourd'hui, en 2025, nous voyons des schémas similaires. Thales reçoit 88 milliards d'euros, l'action augmente de 900%, l'entreprise vaut plus que Renault et le PDG parle de perspectives de croissance que nous n'avons jamais connues. Ne vous méprenez pas, je ne dis pas que Thales est mauvaise, je ne dis pas que le réarmement allemand est mauvais. Je dis seulement
L'histoire nous enseigne à être prudents avec les entreprises qui profitent de la guerre, avec les politiciens qui parlent de force, avec la rhétorique qui rappelle des temps plus sombres, car les Alliés en 1939 avaient aussi leurs entreprises d'armement, Vickers en Grande-Bretagne, Schneider en France. Ces entreprises profitaient du réarmement. Elles poussaient à des dépenses militaires plus élevées. Elles faisaient du lobbying pour le réarmement. Et quand la guerre est arrivée, elles sont devenues encore plus riches. C'est la face sombre de l'histoire, la face dont personne n'aime parler, que les guerres ont des gagnants, pas sur le champ de bataille, mais dans les conseils d'administration, et que ces gagnants sont souvent les mêmes, indépendamment de qui se bat et qui meurt, mais laissez-moi vous montrer aussi l'autre face, la face qui donne de l'espoir. En 1939, les nations européennes étaient ennemies. Allemagne contre France, Allemagne contre Grande-Bretagne, Allemagne contre Pologne. Aujourd'hui, en 2025, elles sont partenaires. L'Allemagne et la France sont le cœur de l'UE. L'Allemagne et la Grande-Bretagne coopèrent au sein de l'OTAN. L'Allemagne et la Pologne travaillent ensemble sur le flanc Est. C'est une différence fondamentale. Pas une petite, mais une fondamentale. L'intégration européenne a réalisé quelque chose que des générations croyaient impossible. La paix entre des nations qui se sont combattues pendant des siècles, c'est une réussite, une historique, et le réarmement allemand en 2025 ne menace pas cette réussite. Il se déroule au sein de cette réussite. L'Allemagne ne se réarme pas pour attaquer la France. L'Allemagne se réarme pour défendre ensemble avec la France. C'est la différence avec 1935. Mais voici mon inquiétude. Les réussites peuvent être perdues. Les institutions peuvent s'éroder. La paix peut se briser. Les Alliés en 1919 croyaient aussi avoir créé une paix durable. La Société des Nations devait empêcher les guerres. Le traité de Versailles devait contrôler l'Allemagne. Les deux ont échoué. Pas parce que les idées étaient fausses, mais parce que les gens ne les ont pas défendues. Aujourd'hui, nous avons l'UE, nous avons l'OTAN, nous avons des institutions internationales, mais ces institutions ne sont fortes que par la volonté de les défendre. Et cette volonté est testée par la Russie, par la Chine, par les divisions internes. Les 377 milliards d'euros sont la réponse de l'Allemagne à ce défi. Mais l'argent seul ne suffit pas. Il faut aussi de la sagesse de tirer les bonnes leçons de l'histoire, la sagesse de distinguer la défense et l'agression, la sagesse de combiner la force avec la retenue. Avons-nous cette sagesse? Je l'espère, mais je ne le sais pas. Permettez-moi de résumer pour conclure. Le 27 octobre 2025, le monde diplomatique a révélé le plan de réarmement de l'Allemagne de 377 milliards d'euros. Le site web World Socialist a qualifié cela du plus grand programme depuis Adolf Hitler. Et les parallèles avec 1935 sont réels. La vitesse du réarmement, la taille des investissements, les mêmes entreprises qui profitent. Mais les différences sont aussi réelles. L'Allemagne est une démocratie. L'Allemagne fait partie de l'OTAN. L'Allemagne se réarme pour défendre, pas pour attaquer. Les Alliés en 1939 n'avaient pas une telle assurance. Ils faisaient face à un dictateur expansionniste, un homme qui parlait ouvertement d'espace vital et de conquête. Aujourd'hui, l'Europe fait face à un autre agresseur, la Russie. Et le réarmement des forces armées allemandes est une réaction à cette menace, pas à la menace elle-même. C'est une différence fondamentale. Mais l'histoire nous enseigne aussi que les bonnes intentions ne garantissent pas de bons résultats. Les Alliés, en 1939, avaient aussi de bonnes intentions. Ils voulaient la paix. Ils ne voulaient pas la guerre. Ils croyaient faire ce qui était juste. Et ils se sont trompés de manière catastrophique. 70 millions de personnes sont mortes. Cela devrait nous rendre humbles. Cela devrait nous rendre prudents avec nos certitudes. Cela devrait nous ouvrir à la possibilité que nous ayons torte. Je ne dis pas que le réarmement des forces armées allemandes est une erreur.
Je dis seulement que nous devons rester vigilants. Nous devons étudier l'histoire. Nous devons tirer les leçons des erreurs du passé et nous ne devons jamais oublier que les guerres ne commencent pas avec des conclusions, elles commencent avec des décisions, avec des hypothèses, avec des erreurs d'appréciation. Les Alliés en 1939 ont pris de mauvaises décisions. Ils ont fait de mauvaises hypothèses. Ils ont commis des erreurs d'appréciation. Et 70 millions de personnes en ont payé le prix. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des décisions similaires sur le réarmement, sur la Russie, sur l'avenir de l'Europe. Allons-nous prendre les bonnes décisions? Allons-nous faire les bonnes hypothèses? Allons-nous interpréter correctement les signes des temps? Je ne sais pas. Personne ne le sait, mais je sais que l'histoire nous avertit, elle nous avertit de l'apaisement, de la sous-estimation des agresseurs, de la surestimation de notre propre intelligence et de la croyance que cette fois, ce sera différent. Car parfois, c'est différent. Et parfois, non. Et la différence, on ne la reconnaît souvent que lorsqu'il est trop tard. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, abonnez-vous à cette chaîne. Je vous apporte les vérités qui dérangent, les parallèles que personne ne veut voir, les leçons que nous avons oubliées. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment la Wehrmacht a développé la guerre éclair, comment un petit groupe d'officiers a créé une doctrine qui a changé le monde, et pourquoi cette doctrine est encore étudiée aujourd'hui par toutes les armées modernes, par l'US Army, par l'armée israélienne, par l'armée populaire de libération chinoise. Les Allemands de 1939 ont créé quelque chose qui a des répercussions jusqu'à aujourd'hui. Activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Écrivez dans les commentaires. Croyez-vous que l'histoire se répète? Le réarmement allemand en 2025 est-il comparable à celui de 1935? Ou les différences sont-elles trop grandes? Je lis chaque commentaire et j'en réponds au plus grand nombre possible. Car cette discussion est importante. Elle concerne notre avenir, nos enfants, nos petits-enfants, et nous devons la mener ouvertement, honnêtement, sans tabou, car c'est seulement ainsi que nous pourrons tirer les leçons de l'histoire. C'est seulement ainsi que nous pourrons prendre de meilleures décisions. C'est seulement ainsi que nous pourrons empêcher les erreurs du passé de se reproduire. À la prochaine vidéo.